Merci Laurence d'être avec nous tout de suite. Quelques informations sur vous, sur votre travail très important sur notamment Guillaume Apollinaire. Vous êtes professeur de littérature à l'université Paris-Ouest Nanterre et membre du conseil scientifique de l'exposition Apollinaire, le regard du poète, que certains d'entre vous ont peut-être vu en traversant la Seine, donc exposition actuellement visible au musée de l'Orangerie. Et elle est également l'auteure d'une très belle et très importante biographie publiée en 2013 chez Gallimard, qui s'appelle tout simplement Guillaume Apollinaire. Elle a également collaboré à l'édition d'un très beau petit recueil de correspondances avec les artistes, donc Apollinaire, correspondance avec les artistes 1903-1908, qui a été publié donc en collaboration avec Peter Reed en 2009. Et elle vient de sortir, d'éditer la correspondance Apollinaire Paul Guillaume, donc qui fait vraiment le lien entre les expositions. Donc cette année même, elle va nous parler justement de Jarry, d'Apollinaire, de Max Jacob et d'André Salmon, qui ont tous contribué à leur façon à inventer justement notre cher douanier. Je lui laisse la parole. Merci Laurence. Merci Scarlett. J'éprouve infiniment plus de curiosité, plus de faim pour le mythe de Rimbaud que pour Rimbaud lui-même. Écouter Rimbaud, absorber Rimbaud, retrouver le vrai Rimbaud, me paraît finalement moins humain que considérer Rimbaud mangé par les hommes, par ceux de l'histoire réelle et non ceux de l'empirée littéraire. Ainsi s'exprime Roland Barthes dans Lettres nouvelles en décembre 1954, dans un article qui s'appelle « Phénomène ou mythe ». Empirée littéraire étant à comprendre au sens de séjour des dieux, sphère céleste, monde imaginaire. Me proposant de faire dériver Roland Barthes, je vais m'intéresser à la manière dont les poètes contemporains du douanier Rousseau se sont appropriés le peintre pour en faire une légende. Et m'intéressant à la construction de cette légende, je tenterai non d'en démonter les ressorts pour retrouver le vrai Rousseau, ce que l'histoire de l'art a fait avant moi et fait beaucoup mieux que moi. Je vais plutôt essayer de comprendre pourquoi cette légende, pourquoi cette élaboration. Quels sont ces poètes? Quel rôle ont-ils tenu dans l'invention du douanier Rousseau? Quel Rousseau ont-ils inventé? Et surtout, quelles affinités, quels désirs les ont-ils poussés à cette invention? Telles seront donc les quelques questions auxquelles peut-être nous trouverons des réponses. À l'orée du XXe siècle, le dialogue des poètes et des artistes, leurs diverses collaborations, leurs recherches conjointes engendrent des convergences stimulantes et des explorations communes. À la croisée de leur chemin se trouve le douanier Rousseau. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que Jarry, Apollinaire, Salmon et même Sandrard, à ses heures, sont des critiques d'art. Il n'est donc pas étonnant que le même air circule entre art et littérature et que les plumes critiques et poétiques se puisent à la même encre. Et ce qui me semble intéressant de souligner déjà, et on a justement tout à l'heure un peu effleuré la question, c'est que la critique des poètes est une critique justement qui se revendique à l'époque comme libre, éclectique, comme capable d'affranchir le public de ses préjugés. Autrement dit, pour Apollinaire, pour Salmon ou pour Blaise Sandrard, défendre le douanier Rousseau, c'est aussi défendre cette critique contre les critiques professionnelles et les donneurs de leçons. C'est exactement ce que dit Sandrard dans un article de la revue allemande Der Sturm en décembre 1913. Jarry, le premier, écrit sur la guerre dans l'art littéraire de mai-juin 1894 et donne à Rousseau la direction de la machine à peindre qui, je cite, maquille du calme uniforme du chaos la diversité impuissante des grimaces du magasin national. Ça, c'est dans Geste Opinion du docteur Faustrol. Et
Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire justement que le douanier Rousseau, d'une certaine manière, détruit, recouvre de son calme uniforme, justement, les gloires officielles. Apollinaire, lui, chantre de la surprise, de la trouvaille qui bouscule les habitudes, doute d'abord des qualités du peintre. Dans les années 1907, il estime que le douanier Rousseau n'a pas assez de culture, qu'il est trop ignorant, qu'il est en quelque sorte inculte. Puis, son regard change. Il fait son éloge et, en 1913, place parmi ses propres peintres, dont Picasso, le premier, Braque, Léger, Duchamp, il place le douanier Rousseau aux côtés de Marie Laurencin dans Méditation esthétique, qui est son grand recueil de critique d'art, et c'est un coup de force, un véritable coup de force. De quoi s'agit-il dans le cas de Jarry et d'Apollinaire? Il s'agit justement, et c'est vraiment ce qui participe à l'époque, il s'agit de renverser les codes, de bousculer les normes, de saper les hiérarchies ordinaires. Il s'agit aussi, et c'est le deuxième point, de faire advenir cette renaissance, avec un R majuscule, qui puise, selon le peintre Albert Glaise et les avant-gardes parisiennes, aux sources de l'art gothique, des vieux imagiers, et qui choisit une autre tradition que celle qui va du Quattrocento au futurisme italien. Je crois qu'il en sera question justement demain, donc je ne développe pas. Le primitivisme, du moins c'est ainsi qu'on appelait la chose, le mot n'apparaît pas sous la plume de Salmon, par exemple, de Sandrard ou d'Apollinaire, ce n'était pas un mot contemporain pour eux. Mais je l'appelle comme ça par commodité. Le primitivisme est un rouage capital de cette renaissance. Il me semble que c'est le même changement de regard qui préside à l'invention, au sens de trouver, découvrir, et en même temps élaborer et créer. Donc c'est le même changement de regard qui préside à l'invention des arts africains et océaniens à l'époque, ou à celle du Fonds populaire russe par les artistes du Valais de Carreau, les rayonistes russes. C'est le même changement de regard qui préside à ces inventions-là et à celle du douanier Rousseau. Autrement dit, il me semble qu'il n'est pas fortuit qu'Apollinaire change de regard sur le douanier Rousseau peu après avoir découvert l'art nègre avec ses amis peintres Derain, Vlaminck, Matisse et Picasso, et non simplement parce qu'il côtoie davantage Rousseau et le voit travailler à l'occasion de son grand portrait. Autre point de rencontre, troisième point de rencontre entre les artistes et les poètes à cette époque-là, ce sont les arts populaires. Les arts populaires les requièrent tous et bouleversent eux aussi les hiérarchies. Le roman feuilleton, la chanson, les chromos, les magazines, les affiches qui chantent tout haut, pour paraphraser Apollinaire dans Zone, les vignettes, les ex-voto, on en voit quelques-uns justement dans l'exposition, les décalcomanies. Toutes ces choses dont l'autodidacte Rousseau, autodidacte comme Apollinaire après tout, malgré son érudition, toutes choses donc dont Rousseau nourrit son univers personnel et pictural. André Salmon écrira dans Propos d'atelier en 1939 « En ce temps-là, nous commencions à reconnaître au décor d'une loge de concierge plus d'agrément qu'aux bazars artistiques de plusieurs amateurs respectés. » Il s'agit donc bien de privilégier la loge de concierge à la galerie traditionnelle. Enfin, dernier point de rencontre, comme les peintres, Apollinaire, Salmon, Blaise Sandrard, Max Jacob, cherchent chacun à leur manière, en poésie, en littérature, une refondation du réalisme, un réalisme qui ne soit pas une imitation du réel, mais un art de conception et de synthèse, producteur d'une vérité autre que mimétique. Autrement dit, il ne s'agit pas d'imiter la réalité, de copier le réel. Cette définition, dans laquelle on pourra reconnaître une définition du cubisme, Apollinaire va aussi l'appeler orphisme, puis surréalisme. Ce réalisme, ce nouveau réalisme, si je puis dire, est celui qui procède de l'imagination et qui, libéré de l'illusion réaliste, donne le plus vif,
sentiment de la réalité. Et Apollinaire et Salmon reconnaissent toujours chez Rousseau justement ce vif sentiment de la réalité. Autrement dit, nous sommes ici justement à la croisée des chemins, dans un univers où se dissolvent complètement les frontières entre la vie et l'art, où le rêve, la magie, l'invention font entièrement partie de la réalité. Et Apollinaire, qui admirait beaucoup Nerval, justement, l'admirait parce que Nerval avait insisté sur le fait que c'est par le rêve qu'on progresse dans la réalité. Ce réalisme magique, j'emprunte le mot cette fois-ci avec un léger anachronisme à André Breton, ce réalisme magique est un paradoxe qui enchante Apollinaire. Il le racontera à plusieurs reprises. Pour peindre son portrait, le douanier Rousseau a pris les dimensions du poète et de sa muse, ou plutôt de Marie Laurencin en l'occurrence, et les a réduites à la dimension du châssis. On en parlait ce matin en revisitant l'exposition. Sans doute a-t-il utilisé, comme souvent, un pantographe, hein, c'est comme ça qu'on dit, un pantographe. Et justement, quand le tableau a été exposé aux Indépendants de 1909, alors qu'il n'y avait pas le nom d'Apollinaire ni le nom de Marie Laurencin, mais bien la muse inspirant le poète, et que censément personne n'avait vendu la mèche, c'est-à-dire que ni Rousseau, ni Apollinaire, ni Marie Laurencin n'avaient dit qu'ils étaient sur le tableau, qu'ils étaient les modèles du tableau, tout le monde a reconnu Apollinaire en raillant l'absence de ressemblance. Apollinaire de s'étonner. Comment se faisait-il que l'on m'eût reconnu avec ce portrait qui ne me ressemblait pas, je paraphrase. Et il donne la réponse, c'est que ce portrait était d'une ressemblance si frappante et si nouvelle qu'elle a ébloui ceux qui ne s'en rendaient pas compte et n'y voulaient pas croire. Autrement dit, défendre le douanier Rousseau, c'est s'imposer avec lui, c'est s'imposer comme poète, dans le cas d'Apollinaire, mais c'est imposer aussi toute une génération picturale et poétique. Cependant, toutes ces convergences esthétiques dont je viens de parler n'expliquent pas pourquoi Rousseau est devenu une légende sous la plume des poètes. Il s'agit donc d'inventer cette légende. Eh bien, tout singulier, tout étrange, tout insolite que nous paraisse le douanier Rousseau, il n'est pas un cas légendaire isolé, bien au contraire, à l'époque. Rappelons-nous que les années qui précèdent la Grande Guerre, et même, on peut considérer aussi dans l'immédiate après-guerre, on en a des exemples, sont des époques où la mystification, le canular, est toujours à l'œuvre dans la bohème littéraire. On se souvient par exemple évidemment de la mystification de Roland d'Orgelès, inventant un peintre futuriste pour les Indépendants de 1910 et l'appelant Boronali et présentant justement un vrai faux tableau finalement, hein, coucher de soleil sur l'Adriatique. Le douanier Rousseau n'est pas un canular. Cette interprétation malveillante et vulgaire a toujours été battue en brèche par Apollinaire et Salmon dès le départ. Mais on doit convenir que son invention procède des mêmes moyens que la mystification ou le canular. Disons que c'est l'intention qui diffère. Je m'explique. Apollinaire sait bien, à mon sens, ou alors devine, flaire, que le douanier Rousseau n'est jamais allé au Mexique. Mais de son côté, Rousseau se tait, ou ne nie pas, ou on l'imagine assez bien faire un sourire un petit peu matois, un petit peu rusé, de connivence. Et bien justement, je crois que Rousseau et Apollinaire se trouvent de connivence pour faire fi des faits au profit de l'image et de la vérité poétique. Et aussi, je me demande dans quelle mesure convoquer le Mexique à un moment où justement les arts africains et océaniens connaissent une forme d'essor, ce n'est pas aussi aller chercher ailleurs, dans un autre exotisme encore plus mystérieux quelque chose. Je pense à ça notamment à cause d'un vers, en raison d'un vers du calligramme d'Apollinaire, Lettre Océan, tu ne connaîtras jamais bien les Mayas. L'époque est aussi au roman à clé, aux portraits littéraires dans les journaux. Chacun se plaît à alimenter la gazette, à jouer du vrai et du faux et à se glisser dans les interstices des faits et de la fiction, à conjuguer l'insolite et l'imagination,
avec l'actualité. On est en quelque sorte exactement dans les anecdotiques qu'Apollinaire a développées au Mercure de France. Autrement dit, le monde des arts et des lettres est son propre public et s'invente lui-même. Il n'est donc pas du tout étonnant que Henri Rousseau prenne place justement dans cette aventure. Sa personnalité se prête particulièrement à la fiction, ou plutôt peut-être, dirions-nous, à la fable, en tout cas plus que la personnalité et la vie d'un Braque ou d'un Delaunay. La bonhomie du personnage, sa matoiserie, son parcours de peintre, le fait de s'être mis à la peinture relativement tôt, mais d'être devenu peintre de profession, si je puis dire, relativement tard, son âge, il n'est pas du tout de la même génération, font évidemment que Rousseau, les éléments de la vie de Rousseau, sont des matériaux de fiction biographique et littéraire tout à fait propices, sont comme des aubaines. D'une certaine manière, et pour paraphraser Apollinaire, je dirais que le douanier Rousseau est un véritable contemporain pittoresque, avec tout ce qu'on peut mettre dans pittoresque. Et lui-même fait grand cas de ce qu'on dit de lui. On sait qu'il collait dans des cahiers d'écoliers tous les articles de journaux qui pouvaient paraître sur lui ou qui avaient été écrits par des gens de sa connaissance. On sait par exemple qu'il y a un cahier consacré à Jarry, et voici un cahier consacré justement à Apollinaire. Ce cahier, dont je vous montre simplement 2 pages, est conservé à la bibliothèque historique de la ville de Paris, se trouvait dans la donation Adéma, et il y a un certain nombre de coupures de presse, mais curieusement, je vous livre non pas un secret, mais justement un élément important, et notamment là, on a un petit bout d'une coupure de presse du Salon d'automne dans Je dis tout, écrit par Apollinaire, en octobre 1907. Il y en a un autre, justement, il y en a plusieurs autres, mais il n'y a pas un article auquel je vous renvoie parce que Apollinaire, il parle du douanier Rousseau en le mettant en scène dans un dialogue avec Franz Jourdain, qui est le président des Indépendants. Et en fait, il les croque, il s'amuse, il colle même un poème qu'il fait dire au douanier Rousseau comme étant de son cru, donc il le met en scène et en poème aux côtés de Franz Jourdain. Mais cet article ne se trouve pas dans l'alias parce que Adéma explique dans une petite note que ce cahier lui a été donné par Robert Delaunay après la mort du douanier Rousseau, quand on a vidé justement l'appartement, l'atelier, et que Adéma avait prêté ce cahier à quelqu'un, et que le cahier lui est revenu sans justement la partie strictement consacrée au douanier Rousseau. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement que Rousseau soit un personnage littéraire et poétique parmi d'autres, dans une grande légende, c'est que ses principaux défenseurs littéraires, écrivains, sont aussi des personnages. Je vous renvoie rapidement, justement, déjà à la personnalité même de Jarry, qui est une personnalité de son vivant déjà considérée comme légendaire et sur laquelle on écrit des légendes. Dès le départ, par exemple, Apollinaire et Salmon ne sont pas d'accord sur le portrait que Rousseau a fait de Jarry et qui a disparu. L'un voyant la tête sans le fond et l'autre voyant le fond sans la tête. Ce qui fait qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vu précisément et on ne sait même pas s'ils ont vu quoi que ce soit. Et moi, j'aurais tendance à penser que Salmon a vu le portrait dans les écrits d'Apollinaire et non pas en vérité. Et là, je cite un extrait justement des contemporains pittoresques, qui était une rubrique qu'Apollinaire tenait dans la revue Les Marges en novembre en 1909 notamment, où on voit que Jarry est lui-même un personnage, 2 ans après sa mort, un personnage poétique. La première fois que je fis Alfred Jarry, c'était aux soirées de la Plume, ce qui est vrai. Alfred Jarry, le soir dont il s'agit, m'apparut comme la personnification d'un fleuve, un jeune fleuve sans barbe, en vêtements mouillés de noyer, les petites moustaches tombantes, la redingote dont les pans se balançaient, la chemise molle et les chaussures de cycliste, tout cela avait quelque chose de mou, de spongieux. Le demi-dieu était encore humide, il paraissait que peu d'heures auparavant, il était sorti trempé du lit où s'écoulait son onde.
Voilà. Donc après, il ne faut pas s'étonner si la plume d'Apollinaire fait la même chose pour Rousseau dans un style différent, en essayant justement de faire lui aussi un portrait, d'une certaine manière, un portrait paysage de ces personnages. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jarry est un personnage d'Apollinaire, comme Rousseau est un personnage d'Apollinaire, comme Rousseau lui-même était un personnage de Jarry, mais qu'Apollinaire lui-même devient un personnage d'André Salmon, dans Souvenirs sans fin notamment, et devient aussi un personnage de Max Jacob, bien des années plus tard, dans Les Souvenirs notamment, et dans la Chronique des temps héroïques. La Chronique des temps héroïques, c'est 1936-1937, et Les Souvenirs sans fin de Salmon commencent après-guerre, dans les années 50. Donc chacun est un personnage de l'autre, donc il y a toujours cette circulation entre la vie et l'art, et on ne se pose jamais tout à fait la question de savoir si finalement on est conforme à la réalité historique. J'en viens du coup à mon dernier point. Comment s'écrit cette légende ? Quel est donc le personnage inventé par les poètes dont je parle ? Il faut évidemment revenir à Jarry, à qui l'on doit, jusqu'à preuve du contraire, l'invention de ce surnom. Ce qui m'intéresse n'est pas tant l'origine du surnom que l'existence de surnoms qui me semble finalement être à peu près avoir les mêmes effets, si je puis dire, que l'invention d'un pseudonyme indirect, en quelque sorte, à forte charge poétique. Tout le monde sait que le douanier Rousseau était un employé de l'octroi, un gabelou, mais on en fait un douanier. Et par ce nom de baptême, justement, le peintre change de frontière. Il change de frontière, il a une frontière beaucoup plus éloignée que celle de l'octroi de Paris. Et donc, le nom lui-même, tel qu'il a été donné justement au peintre, nous transporte dans un ailleurs et nous transporte dans une sphère exotique. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, en tout cas chez Apollinaire, chez Salmon, chez Max Jacob aussi, chez Sandrard, le personnage du douanier Rousseau est un personnage de carrefour, de passage, de frontière. Dans un dialogue, en fait, quand Apollinaire écrit sur le douanier Rousseau, on peut considérer qu'il dialogue avec le peintre, mais pas tant avec l'artiste, qu'il ne rêve sur ces tableaux à partir des œuvres du douanier Rousseau. Et quand il en parle, quand il écrit sur lui, il le suspend toujours un peu entre ciel et terre, comme le douanier Rousseau suspend justement ses aéroplanes, ses montgolfières et ses autres objets volants. Et il en parle comme d'un ange. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que l'ange, justement, au sens étymologique, c'est le messager, mais c'est aussi que ça fait penser à Fra Angelico. Et donc cet angélisme du douanier Rousseau, il naît aussi des mots, il ne naît pas uniquement, justement, de la peinture. Sandrard, dans la prose du Transsibérien, et Apollinaire, dans nombre de ses écrits, parle aussi du douanier Rousseau comme d'un oiseau. Et vous avez pu remarquer dans l'exposition le nombre d'oiseaux qu'il y a cachés ou visibles ou qui apparaissent comme ça dans l'étoile du douanier Rousseau. Un oiseau, c'est-à-dire justement un être suspendu entre ciel et terre. Mais l'oiseau, ça fait aussi penser évidemment, il est dans l'exposition à Paolo Uccello, donc un autre oiseau, un oiseau de la Renaissance. Là aussi, la rêverie passe aussi bien par le visuel que par l'auditif et par les mots. Il y a un autre oiseau sous la plume d'Apollinaire, c'est l'oiseau du Bénin qu'on trouve dans Le Poète assassiné, et le modèle en est Picasso. Autrement dit, le douanier Rousseau se situe sur la limite de la vie, aux confins de l'art, comme il est dit dans La Serviette des poètes, un conte de l'Hérésiarque et compagnie. Et puis, vous voyez comment s'enchaînent les choses, parce que de ange, on va passer à gentil, il y a un écho sonore. Étymologiquement, en plus, gentil fait penser à une forme de noblesse, d'élection, et c'est là qu'on voit justement tout l'humour. Peut-être faudrait-il insister justement sur l'humour des uns et des autres, sur cet humour qui situe le douanier Rousseau de façon un peu équivoque, entre naïveté et ennoblissement, science et ingénuité, toujours justement dans une sorte d'entre-deux. Et au fond, je me demande si l'innocence qui est enlouée par les poètes, l'innocence de Rousseau, n'est pas finalement une autre manière de désigner sa liberté absolue de peintre. Liberté qu'on retrouve aussi dans le mot ingénuité, puisqu'étymologiquement, ingénuité veut dire condition de l'homme libre. Ingénuité, tel est peut-être le génie de Rousseau. Et cette ambivalence, on la retrouve dans le rapport de Rousseau au temps, tel qu'il est perçu justement par Apollinaire et ses amis. Suspendu hors du temps, dans l'enfance, dans l'illud tempus du mythe et des légendes, comme dira Breton plus tard, Rousseau est ce qui échappe à l'histoire et appartient à l'humanité.
comme si on était à la recherche d'une forme de paradis perdu, et si on en avait la nostalgie. Alors, on se souvient que Kahnweiler, un petit peu condescendant, a dit beaucoup plus tard que Rousseau aurait pu finalement advenir 50 ans avant ou 50 ans après, et que finalement, il échappait justement à cela. Il me semble justement que c'est le contraire, et que le douanier Rousseau, tout suspendu qu'il soit, et tout atemporel, et tout mythique ou légendaire qu'il soit, est aussi profondément de son temps. Autrement dit, ce n'est pas un phénomène anachronique. En fait, je vais essayer de finir rapidement. Le personnage de Rousseau procède chez les poètes d'une série de gestes fondateurs. Personnage du roman de Jarry, le docteur Faustrol, sujet de poèmes et de rêveries chez Apollinaire. Il est aussi, et ça me semble très intéressant, il est aussi auteur de lettres qu'Apollinaire publie dans les soirées de Paris en janvier 1914. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Apollinaire a fait la même chose pour des lettres de Cézanne quelques mois auparavant. Autrement dit, ce geste d'édition me semble un équivalent du geste de collection, de ces collections que se constituent Wilhelm Houde, Delaunay, Picasso, la baronne de Tingen, Serge Ferrat, où ce geste d'édition me semble aussi un équivalent à la rétrospective que Delaunay consacre au peintre en 1911, c'est-à-dire vraiment l'installer comme un véritable peintre. Et à partir de là, il est évident que l'empirée littéraire peut dévorer Rousseau. On brode sur du déjà brodé dans une dimension ludique et poétique. Par exemple, on sait très bien que les témoignages sur le douanier Rousseau du docteur Saltas ou de Charles-Henri Hirsch, qui était un poète d'ascendance symboliste, sont, et tout le monde le dit, et peut-être le dénonce aussi, sont totalement fantaisistes. Mais il me semble qu'en fait, leur télescopage, leur fantaisie, leur invention, leur affabulation vient tout droit de Jarry. Peut-être pas dans la lettre, mais en tout cas dans l'esprit. Quand Soupeau écrit un livre sur le douanier Rousseau en 1927, il prend la plupart des choses chez Apollinaire. Et quand Max Jacob se met à raconter le banquet Rousseau auquel il n'a pas participé, il va piocher aussi, non pas dans les témoignages oraux, mais dans la littérature de ceux qui l'ont précédé. Et ce fameux banquet Rousseau qui a fait couler beaucoup d'encre après 1908, chez Fernand Olivier, chez Max Jacob, chez André Salmon, est en fait un banquet dont on a dit qu'on s'était moqué du douanier Rousseau, etc. André Salmon, lui, décide de rétablir la vérité affective et psychologique, mais surtout plastique et poétique du douanier Rousseau. En fait, très sincèrement, quand on confronte les différentes versions de l'affaire, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé exactement. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est pas ce qui s'est passé exactement, c'est qu'au fond, c'est de comprendre que ce n'est pas une blague d'atelier, que ce n'est pas une parodie de cérémonie, que ce n'est pas une raillerie, mais que c'est bien c'était un hommage à Rousseau à la manière du douanier Rousseau. D'où le tableau, les tentures, l'estrade, le fauteuil, etc. Autrement dit, quand on lit les poètes parlant du douanier Rousseau, on ne doit pas confronter, il me semble, leur version au réel, mais plutôt les lire les uns par rapport aux autres, parce qu'ils étaient tous liés, parce qu'ils se sont lus les uns les autres. Finalement, on constate que le douanier Rousseau, et je conclus, est un personnage poétique. Je ne parle pas de l'homme, je parle de l'artiste, bien sûr. Son histoire et sa légende nous montrent comment la littérature et les poètes participent à la construction d'un imaginaire collectif, à sa transmission, et surtout à la construction de tout un répertoire d'images. Rousseau appartient, grâce à eux, à la fable de l'art vivant, pour paraphraser Salmon, ou à la légende de l'art moderne, qui contient beaucoup d'épisodes et beaucoup de personnages. Et au fond, si les poètes ont aimé et inventé Rousseau, c'est parce que, comme lui, ils croyaient au pouvoir des images. En bâtissant la légende du douanier Rousseau, ces hommes de mots et de phrases sont eux aussi des créateurs d'images, c'est-à-dire non seulement de représentations, mais de songes et de rêves. Et les lisant, nous dialoguons à nouveau, nous aussi, avec le douanier Rousseau, nous le regardons par leurs yeux, et leur regard est pour nous une sorte de clé. Merci.
Quelle belle introduction poétique, j'allais dire, parce que votre manière de vous exprimer aussi va dans le sens de ces grands auteurs et dans le sens, je crois, de notre besoin à tous de fiction. Et comme vous le disiez si joliment, le rêve nous permet de progresser et nous permet d'entrer dans la réalité des êtres, y compris des êtres les plus fragiles.